Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir rejoint ce Facebook Live. C'est le deuxième depuis le début du nouveau mandat municipal. Le précédent avait eu lieu le 7 avril. Nous sommes le 30 juin. Le printemps a été très chargé. On va avoir beaucoup à raconter de ce qui s'est passé, mais on va essayer aussi de se projeter vers l'avenir avec en particulier des rendez-vous comme le dernier conseil municipal qui ont permis de préparer la concrétisation des projets pour les 6 prochaines années. Vous êtes ici avec moi dans l'espace jeunesse, Pierre Giovanelli, l'espace jeunesse de Grand-Quevilly, qui va vivre évidemment bientôt au rythme de l'été. Les vacances scolaires commencent vendredi soir, voilà pourquoi on a choisi ce lieu. Et de la même façon, on aura à travers les différents sites qui accueillent les centres de loisirs, une offre pour les enfants dans cette période estivale. On a bien sûr vécu la semaine dernière un épisode très compliqué qui a été la canicule. Il est à craindre que les chaleurs reviennent, mais on ne sait pas encore exactement quand et comment. On aura pas plus tard que jeudi un rendez-vous avec le préfet de la Seine-Maritime pour débriefer de ce qui s'est passé et pour aussi vérifier comment se présentent les prochaines journées. Moi, ce que je veux d'emblée, c'est remercier les Quevillaises et les Quevillais pour la capacité qu'ils ont eue de s'adapter à ces circonstances totalement exceptionnel, je le rappelle, record de température historique, la première canicule en période scolaire, et puis elle a été plus longue que prévu. On nous avait annoncé lundi, mardi, ça a duré finalement toute la semaine. Et donc je veux remercier aussi spécialement les services de la ville et du CCAS qui se sont réorganisés, adaptés, mobilisés. Remercier plus largement tous les adultes qui ont accompagné les enfants, tous les citoyens qui ont accompagné les plus fragiles, je pense en particulier aux personnes âgées. On a une réserve communale qui a été très active et je remercie les volontaires bénévoles engagés avec nous pour ce travail et bien sûr vous redire, comme j'ai pu l'écrire aussi sur ma page Facebook, à quel point cet événement inédit avait bousculé bien évidemment des certitudes et des habitudes. On a fait le maximum de ce qui pouvait être fait dans ce contexte, mais on a effectivement des leçons à tirer de cet enseignement à très court terme. Par exemple, quand nos équipes ont fabriqué et installé des brumisateurs dans les centres de loisirs, au parc Albert Camus, au parc Boutard, finalement ce sont des acquis que l'on va conserver, en particulier pour la période estivale, parce que même en dehors des canicules, la possibilité de se rafraîchir quand il fait beau et chaud, c'est une opportunité en particulier pour les enfants, mais pas uniquement. Et puis, bien sûr, le matériel qui a été déployé, installé, parfois dans l'urgence, on continue d'en acquérir pour faire face à de nouveaux épisodes. Derrière, il y a des grosses questions qui sont posées à la collectivité, aux institutions sur le financement des rénovations thermiques, des rénovations climatiques. On ne pourra pas faire tous les bâtiments en même temps, c'est une évidence. Je rappelle qu'à Grand-Quevilly, spécialement, les écoles, la plupart des bâtiments municipaux ont été construits il y a une cinquantaine d'années, quasiment tous en même temps, et bien sûr à des normes qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Je rappelle aussi que depuis plusieurs années, nous menons un travail important avec la reconstruction, par exemple, de l'école maternelle Charles Perrault, avec la rénovation de l'école maternelle Le Vilain, avec la reconstruction du restaurant des écoles Jean Zay et Ribière, avec d'autres rénovations un peu partout dans nos bâtiments, mais aussi des cours d'école que nous avons végétalisés pour apporter de la fraîcheur et de l'ombre, installer des préaux par exemple dans les écoles maternelles. Ces préaux servent aussi de pergola quand il fait comme cela très chaud. Il faudra bien sûr poursuivre, amplifier, mais c'est une question qui est posée aussi à nous toutes et tous individuellement en tant que citoyens, à la fois comment on s'adapte, mais aussi qu'est-ce qu'on accepte d'accompagner demain comme effort particulier de réorganisation. La question des services publics, bien sûr, qui dépasse très largement Grand-Quevilly. Nous, on met le paquet avec nos équipes ici en mairie, mais si on n'est pas soutenu en particulier par l'État, on risque d'avoir des difficultés. Je rappelle aussi que ce printemps 2026 a été marqué précisément par un désengagement important de l'État dans le soutien à la ville. Il nous a retiré 600 000 € de recettes chaque année. Et donc il y a un paradoxe assez considérable dans la situation actuelle. Et nous, on va continuer à se battre et agir du mieux possible pour faire face à tous ces besoins, à toutes ces exigences. Nous avons, au moment des élections municipales, présenté un livre des projets. Il est là, ce livre, c'est notre feuille de route désormais. Et nous sommes en train, évidemment, de le concrétiser à travers, par exemple, un budget supplémentaire qui vient d'être voté et qui comporte des actions
y compris sur ces questions, bien sûr, de projection climatique dans l'organisation, dans les bâtiments, dans toutes les questions qui sont posées. Donc j'avais d'ailleurs reçu une interpellation de Marie-Christine Jeanne, en tout cas c'est comme ça qu'elle s'appelait sur Facebook, à propos de la gestion de la canicule. Je renvoie à tout ce qui a pu être expliqué sur la page Facebook de la ville, sur ma propre page, et à ce que je viens d'indiquer, des efforts que nos équipes ont déployés. Et vraiment, encore une fois, je leur tire mon chapeau parce que l'exercice était totalement inédit, plein d'incertitudes, plein d'inquiétudes, et il a fallu faire, et on a fait du mieux possible. Je prends plusieurs questions qui sont déjà arrivées avant notre connexion sur les réhabilitations d'immeubles. Alors ça, c'est une question qui relève bien sûr du bailleur social. La ville accompagne les bailleurs sociaux. On en a deux sur le territoire, Habitat 76 et Quevilly Habitat. Et quand ils portent en permanence des projets de rénovation, nous portons garant, par exemple, pour les emprunts qui permettent de financer chaque année pas loin de 300 rénovations. Mais évidemment, il y a plus de 8000 appartements sociaux sur Grand Quevilly, et donc le rythme n'est pas toujours celui que chacun pourrait espérer. On est grosso modo sur un rythme de 25 à 30 ans entre deux rénovations. Il y a un sujet très important qu'on a acté justement dans notre livre des projets, c'est le quartier qu'on va appeler celui du village scolaire, entre précisément les écoles Moulin-Cavaillès et puis le commissariat, quartier Berlioz si vous voulez. Là, en l'occurrence, il y a une réhabilitation qui est prévue par le bailleur social, mais elle ne peut pas se déployer sans une concertation globale avec à la fois la ville et la métropole, s'agissant aussi des espaces publics, des chaussées, des espaces verts, s'agissant également d'ailleurs de concerter les habitants eux-mêmes pour redéfinir pas seulement une cage d'escalier, mais véritablement un quartier. Et donc ce travail-là va nous amener aussi à aller vers les habitants de ce quartier spécialement. Plusieurs d'entre eux avaient posé la question. Ça ne peut pas se faire aussi rapidement que ça avait été envisagé, parce que précisément dans ce quartier, si on commence à modifier les immeubles pour installer des ascenseurs par exemple, eh bien alors il faut repenser effectivement l'espace public et y compris les circulations. Mais ce travail, il est prévu dans notre livre des projets et il va s'engager avec la ville, la métropole et Quevilly Habitat. Il y a une question qui a été posée, on n'est pas très loin d'ailleurs de ce quartier, à propos des travaux de création de salles de danse derrière la Poste. Vous savez que la ville a racheté l'ancien centre de tri. Les travaux sont lancés, ils sont en cours. On va créer 3 salles de danse d'à peu près une petite centaine de mètres carrés chacune, avoir enfin des équipements dignes de ce nom. On a plus de 500, presque 600 pratiquants de la danse à Grand Quevilly. L'ouverture est prévue au dernier trimestre de l'année 2027. Si tout se passe bien, c'est aussi le calendrier dans lequel nous sommes pour le théâtre Charles Dullin, bien sûr en espérant qu'on tienne les délais. On a eu du retard au début avec les histoires de désamiantage. Maintenant c'est parti, c'est lancé et l'objectif c'est celui-là. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais à la fin on va récupérer des équipements extraordinaires parce que ces salles de danse totalement neuves seront très adaptées à la pratique et permettront justement que dans le théâtre lui-même profondément modifié, eh bien, nos artistes amateurs puissent se produire autant que les professionnels, avec en plus des nouvelles salles créées dans les sous-sols du théâtre qui donneront des opportunités très intéressantes pour les associations, pour les écoles et tout simplement pour les habitants. Donc tout cela sera régulièrement précisé puisqu'on fait sur la page Facebook de la ville notamment des reportages photos ou vidéos et on aura des rendez-vous pour rythmer l'arrivée de ces nouvelles réalisations. Voilà de beaux projets que nous avons en perspective. J'ai une question qui a été posée par quelqu'un qui indique que je suis dans ma maison depuis 18 ans et je viens d'apprendre qu'on va me demander de partir car ma maison est trop grande. Est-ce qu'ils ont droit? Merci monsieur. Alors non, que les choses soient claires, personne ne peut chasser quelqu'un de chez lui sous prétexte que ce serait trop grand, même si en l'occurrence la personne est locataire et c'est probablement un locataire du bailleur social. Il y a régulièrement, de par la loi, des courriers qui sont envoyés aux personnes quand elles sont toutes seules dans un grand logement pour leur dire attention, c'est une sous-occupation, peut-être qu'il faudrait réfléchir à prendre un logement plus petit, qui serait moins cher et qui libérait une place aussi pour des familles, mais personne ne peut chasser qui que ce soit. Et donc le sujet ici, c'est plutôt d'avoir une réflexion, une discussion. Si la maison est trop grande pour une personne seule, c'est normal et la loi le prévoit de cette façon que le bailleur puisse avoir une discussion, mais il n'y a pas à l'arrivée de risque d'être expulsé parce que la maison serait trop grande. On peut être expulsé parce qu'on ne paye pas son loyer, on peut être expulsé aussi parce qu'on se comporte mal, mais le cas d'une maison qui serait trop grande, c'est plutôt un sujet de discussion pour trouver, si possible, une autre solution, mais à la fin, il n'y a pas de sanction évidemment derrière ça.
J'ai une question importante qui est posée sur la fermeture du cabinet de radiologie Place de la Croix. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet. J'ai écrit à l'Agence régionale de santé et j'attends la réponse par rapport aux raisons qui ont conduit à la fermeture de ce cabinet de radiologie. On a découvert, nous, très tardivement, cette décision, quand elle était déjà prise par les propriétaires du cabinet de radiologie. Ce n'est pas une décision qui a un rapport avec Grand-Quevilly, parce que l'activité, elle est là. C'est une décision qui a un rapport avec des décisions essentiellement de l'État et de l'assurance maladie, de réduire la rémunération des cabinets de radiologie, et comme dans le même temps, eux-mêmes subissent aussi l'inflation de tous les coûts, ils ont fait le calcul que mieux valait regrouper leur activité du côté des Bruyères. C'est évidemment déplorable, et j'ai eu l'occasion de le déplorer. J'attends encore une fois la réponse de l'Agence régionale de santé pour voir quelle suite on peut donner à ça, mais d'ores et déjà, je souligne que la ville, elle est en permanence mobilisée sur ces questions de santé. Nous avons, il y a peu de temps, inauguré le nouveau pôle santé Matisse, vous savez, les kinés qui se sont installés à côté de l'EHPAD et qui ont fait venir avec eux des nouveaux professionnels, des infirmières, sophrologues, nutritionnistes, etc., orthophonistes aussi, très important par exemple. Eh bien, ça c'est le fruit d'un travail de longue haleine dans lequel la ville a été très active aux côtés des professionnels pour leur permettre d'accéder à un terrain à un tarif abordable, pour leur trouver aussi quelqu'un qui reprenne les anciens locaux et pour construire avec eux le projet. On continuera d'aller dans ce sens, de la même façon qu'on accompagne la maison de santé pluridisciplinaire et plus largement tous les professionnels. Récemment, j'ai inauguré aussi un nouveau cabinet de kiné à côté de la Poste, précisément sur l'avenue Léon Blum. Et notre bataille aujourd'hui, à travers un questionnaire aussi qu'on a adressé à la population, c'est de montrer qu'on a besoin, bien sûr, on a encore et heureusement beaucoup de médecins, y compris quelques spécialistes sur le territoire de Grand-Quevilly. Il n'y en a jamais suffisamment. Parfois, le départ en retraite est difficile à remplacer. Et donc, on veut aller avec justement l'Agence régionale de santé à la signature d'un contrat local de santé qui permette d'être le plus possible mobilisé. Mais voilà, on subit aussi des évolutions lourdes qui sont celles de notre pays aujourd'hui. Et typiquement, avant que ferme le cabinet de radiologie à Delacroix, il y avait déjà eu aussi une fermeture à Petit-Quevilly, à Saint-Étienne, et on sait que malheureusement, les petites structures dans ce domaine-là spécialement ont du mal à résister. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est créer des conditions pour que, voilà, si possible, diverses professions médicales viennent s'installer sur la commune. Le travail va se poursuivre. J'ai une question spécifique qui est posée sur l'impasse Camille Pissarro. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre ici à toutes les questions précises sur telle ou telle rue, telle ou telle impasse, telle ou telle situation individuelle, mais le sujet est identifié quand vous adressez comme ça vos questions pour le Facebook Live, et donc on fera en sorte évidemment de vous apporter une réponse à chacune et chacun. En revanche, il y a une question plus générale qui est posée, d'ailleurs elle est posée deux fois de façon différente, concernant le bruit que font certaines motos, certaines voitures, en particulier dans des comportements qui sont contraires à la loi. Là, il y a un sujet qui est mis en avant et qui est celui des radars sonores. Vous savez qu'on a une pratique qui est connue, qui est celle des radars de vitesse, mais les radars sonores sont une pratique qui se développe aussi à titre expérimental aujourd'hui dans certains territoires français. Moi, je suis très attentif à l'évolution de tout cela. S'agissant des radars de vitesse, je le dis pour que les choses soient très claires, les radars fixes sont à la main du préfet. Un maire n'a pas le droit de décider lui-même d'implanter des radars fixes dans les rues de la ville, et pourtant ça serait à certains endroits très intéressant. Et de la même façon, s'agissant des radars sonores qui permettent justement, y compris de verbaliser les nuisances comme ça de ces véhicules trop bruyants, aujourd'hui c'est une expérimentation en cours. On verra si la réglementation évolue et nous permet d'aller effectivement vers le déploiement de ces radars de vitesse, de ces radars sonores, en complément des caméras que nous continuons d'installer un peu partout dans la ville, en complément aussi des radars mobiles dont sont équipés nos policiers municipaux. On a 3 radars mobiles qui régulièrement sont utilisés par les policiers municipaux, et puis des radars pédagogiques. Les radars pédagogiques, évidemment, ne verbalisent pas, mais ils permettent à la fois d'envoyer un signal pédagogique, comme son nom l'indique, aussi de mesurer les vitesses de façon à pouvoir identifier dans telle ou telle rue les pratiques qui sont celles des automobilistes. Donc pour vous dire, par rapport à la question qui était posée, que nous sommes effectivement actifs et attentifs à déployer toujours de nouveaux outils. Je veux d'ailleurs en profiter pour vous annoncer que dans le budget supplémentaire qui a été voté il y a quelques jours par le conseil municipal, il y a des crédits pour doter la police municipale de motos. C'est une nouveauté. Nous avons été les premiers, vous le savez, à créer une brigade canine avec aujourd'hui 2 chiens dans la police municipale. Un des 2 d'ailleurs est formé à la détection des
stupéfiants, nous allons être parmi les premières communes, il y en a d'autres déjà, équipées de motos. Et ces 2 motos qui devraient arriver d'ici la rentrée eh bien, permettront à nos agents de police municipale d'être plus rapides sur un certain nombre de situations, pas pour faire la course évidemment avec tel ou tel véhicule, mais pour pouvoir quand même amplifier la réactivité et l'efficacité de leurs interventions. Il y a une question qui est posée sur une demande d'abri de bus à tel ou tel endroit. Donc là aussi, ce sont des demandes que l'on enregistre et puis que l'on transmet, puisqu'en l'occurrence, ça correspond à une compétence de la métropole Rouen-Normandie, qui a la responsabilité des transports. Et de la même façon, donc, sur une demande particulière concernant un appartement, là aussi, sujet personnel que nous allons relayer auprès des bailleurs sociaux. On a une question qui rejoint un peu ce que j'évoquais à l'instant sur les pratiques des automobilistes qui, de façon totalement inadaptée, parfois roulent très vite, y compris dans des petites rues. C'est un travail que nous menons depuis des années, vous le savez, avec la métropole. On essaye d'aménager la configuration des rues, on essaye de mettre des équipements, on essaye de mettre des ralentisseurs. Tout n'est pas toujours possible, ni du point de vue technique, ni du point de vue réglementaire. Mais on va continuer ce travail-là. On a un objectif, c'est d'aller décrocher le label qui s'appelle Ville prudente et qui permet voilà, de reconnaître les efforts déployés. C'est ce qu'on se fixe pour le nouveau mandat, d'aller chercher ce label avec l'aide de la métropole là encore, mais avec l'aide des habitants eux-mêmes, parce que vraiment, j'insiste là-dessus, une ville prudente, c'est d'abord une ville où les comportements sont adaptés. On peut faire tous les aménagements du monde. Quand vous avez des chauffards qui, quelque part, s'amusent aussi à contourner ces aménagements, ça reste quand même un exercice très, très difficile. Voilà pourquoi, je le disais, on a aujourd'hui 14 policiers municipaux, 4 agents de voie publique, plus d'une centaine de caméras partout dans la ville, mais ça ne suffit jamais. Il faut toujours remettre en effet des messages de prévention et de temps en temps la sanction qui est nécessaire. On a une question sur les réparations d'ascenseurs, en particulier chez Quevilly Habitat aujourd'hui. Donc là encore, je renvoie bien sûr au travail du bailleur spécialement. Je veux simplement vous renseigner, puisque nous sommes en contact étroit, bien évidemment, sur le fait que cette question des ascenseurs, elle est à double tranchant. D'un côté, le bailleur, et c'est une bonne chose, a engagé la rénovation, la réparation, le remplacement d'un certain nombre d'ascenseurs pour que précisément ils soient neufs, modernes et efficaces. Ça veut dire que pendant les travaux, il y a une contrainte, et ça, c'est une gestion qui s'est mise en place avec, y compris, des services d'accompagnement sur les courses et un certain nombre de livraisons. Il y a un autre sujet lié à ça, c'est le fait que les entreprises d'ascensoristes sont aujourd'hui dans une période extrêmement tendue, puisque d'un côté, les obligations de rénovation, de maintenance ont été renforcées et avec une période très réduite mise à la charge des ascensoristes par le gouvernement, un décret qui est sorti au mois de mars dernier. Et donc tout le monde se précipite en même temps sur ce type effectivement de prestations. Et de l'autre côté, la difficulté à récupérer les pièces de rechange, à trouver la main-d'œuvre disponible et compétente et à piloter aussi ce genre de chantier. Donc c'est un travail difficile, pas seulement à Grand Quevilly, mais partout en France en réalité aujourd'hui, des carnets de commandes saturés, beaucoup de demandes. Et de ce point de vue-là, voilà, on a demandé aux bailleurs de repenser aussi la planification des interventions. Tout ce qui était déjà lancé, évidemment, il faut que ça se fasse et il faut que ça arrive à son terme. Et puis derrière, échelonner effectivement les projets pour que ce soit le moins compliqué possible. Ce qui est vrai, c'est qu'à la fin, quand la rénovation sera terminée de tous ces ascenseurs, évidemment, le service sera de meilleure qualité et donc un soulagement d'autant plus grand et je l'espère évidemment très durable. Une question a été posée, alors ce n'est pas un sujet nouveau, sur l'ancienne épicerie qui était dans le bourg, vous savez, rue de la République. En fait, le bailleur Quevilly Habitat, qui est propriétaire des locaux, a lancé un appel à projet pour essayer d'identifier des porteurs de projets. Il faut que les porteurs de projets tiennent la route économiquement, financièrement, puisqu'il s'agit de prendre un loyer qui n'est pas très élevé, mais qu'il faut pouvoir tenir dans la durée. Pour le moment, les dossiers sont en analyse. Il n'y a pas 15 000 candidats qui se sont manifestés. On sait que la période est compliquée aujourd'hui sur le plan économique et en particulier pour le commerce. Et donc, il n'y a pas, à ce jour, de projet précis
s'agissant de la reprise de cette case commerciale. Pour autant, la volonté, elle reste évidemment très présente chez le bailleur. On accompagne, nous, au niveau de la ville, et on est en train de regarder si peut-être on pourrait créer une espèce d'appel des habitants eux-mêmes en allant identifier par un questionnaire à la population telle ou telle priorité, telle ou telle demande qui permettrait de dire aux candidats, voyez, venez, il y a une attente, il faut qu'on continue à faire vivre cette perspective, mais dans un contexte, je le répète, et vous le savez parfaitement, où l'activité économique en général et le commerce en particulier sont quand même pas faciles à faire aboutir. À côté de ça, on est toujours au travail avec la perspective de reprise du bar de l'église, où des travaux sont prévus qui devraient, d'ici la fin de l'année 2026, aboutir au déménagement du bar Le Détour pour aller s'installer dans le bar de l'église et participer bien sûr de la redynamisation de cette entrée du quartier du Bourg, qui est aussi une entrée de la ville. On a une question sur les traçages, les marquages au sol. Vous savez que sur les parkings ou sur les chaussées, parfois, les passages piétons par exemple, il y a besoin de marquer par la peinture blanche des signalisations. Alors c'est plus compliqué qu'il y paraît parce que c'est pas n'importe quelle peinture qui peut être utilisée et l'installation au sol relève des équipes techniques de la métropole. Elle vient de récupérer les contrats qui vont bien et donc tout ça va commencer à se déployer dans les prochains jours. Il y a des endroits plus compliqués que d'autres à réaménager. Je pense notamment au passage piéton par exemple devant les écoles Le Vilain. Je pense au passage piéton près de la crèche Île aux Enfants et à d'autres endroits encore. Tout cela est prévu, tout cela va se faire. Mais on est là aussi dans la dépendance à la fois au marché public de la métropole et de temps en temps aussi les entreprises, puisque ce sont aussi de temps en temps des prestataires qui interviennent et pas toujours les services techniques en direct, services techniques de la métropole. Mais je les remercie par avance de ce travail, puisqu'on a plus de 110 km de voirie, je le rappelle, sur Grand-Quevilly. Donc ça reste un travail tout à fait considérable. Une question a été posée aussi sur la gestion des tontes d'espaces verts à proximité des parkings. Alors, il existe une pratique qui consiste parfois à prévenir effectivement les habitants et en disant tiens, on va prendre un arrêté et on va interdire le stationnement dans la proximité de ces espaces pour faciliter la gestion soit du nettoyage, soit de la tonte. Cette pratique, elle n'est peut-être pas généralisée à tous les secteurs et donc par rapport à l'interpellation qui est faite, on va regarder effectivement s'il faut étendre pour que les choses se passent bien, c'est-à-dire à la fois un nettoyage ou une tonte de qualité, mais aussi des voitures qui sont épargnées de toute forme de projection. Donc merci d'avoir souligné qu'il faut peut-être étudier à certains endroits précisément les pratiques qui existent déjà à d'autres endroits. Je vais maintenant prendre la tablette parce que je pense que vous êtes connectés et dynamiques sur les interpellations en direct. Donc je vais essayer moi de récupérer effectivement un certain nombre de vos observations. Si je remonte un petit peu, voilà, on m'interroge sur des systèmes de refroidissement pour les climatiseurs. Mutualiser un achat concernant des climatiseurs pour les habitants, je pense que malheureusement c'est un peu plus compliqué que ça parce que chacun sait qu'on ne pourra pas installer des climatiseurs dans chaque logement et que la réflexion elle doit porter plutôt sur la rénovation thermique des équipements, des immeubles bien évidemment, mais aussi des bâtiments. Et pour ça, il y a plein de techniques. Je l'ai dit, quand on a reconstruit par exemple l'école Charles Perrault, on a amélioré les conditions par rapport à ce qu'elles peuvent être dans une école qui daterait, comme c'est souvent le cas, des années 70. Et donc il faut qu'on continue ce travail de rénovation avec les techniques qui correspondent aujourd'hui aussi à notre époque. On a dans les questions qui sont posées la question des brumisateurs. Je redis que nous avons installé, et ça a été fabriqué par nos équipes elles-mêmes, nous avons installé des brumisateurs à la fois sur le centre de loisirs où il y a des enfants qui sont accueillis et ils vont l'être pendant l'été, aussi sur le parc Boutard où c'est accessible à tous les publics et également sur le parc Albert Camus. Et donc je vous invite à rendre visite à ces parcs dans les prochains jours, notamment quand il fera chaud, parce qu'on a nous aussi ces équipements avec par ailleurs d'autres points d'eau dans la ville. Parc Camus, il y a une fontaine et ainsi de suite. Ça aussi, ça fait partie des sujets qu'il faut continuer à regarder. Il y a une question qui était posée sur la réouverture du théâtre Charles Dulin. Je pense que j'y ai répondu.
La question de pourquoi la police municipale ne s'installe pas au centre des provinces, ce serait bien, et il y a de la place en dehors de la mairie. Alors, figurez-vous que c'est un sujet sur lequel on réfléchit, puisqu'on en avait pris l'engagement dans le livre des projets. Il se trouve que l'immeuble qui actuellement est le siège social de Quevilly Habitat en plein centre des provinces, justement, va être déménagé, c'est-à-dire que Quevilly Habitat va installer son siège social pas très loin de l'entrée McDo, l'avenue du Général Leclerc, à la sortie de la ville, conservera des locaux dans le centre-ville. Il y a d'ailleurs l'agence Kennedy qui est déjà là, mais il y aurait peut-être une opportunité effectivement d'installer, on est en train de regarder ça attentivement, un certain nombre de services municipaux et pourquoi pas la police municipale en effet, de façon à être à la fois plus centrale, plus accessible pour les publics et puis mieux installée aussi. Je le disais, notre équipe est étoffée, on veut recruter encore d'autres policiers municipaux, on a un centre de surveillance avec plein d'écrans qui nécessite beaucoup de place. Donc c'est un sujet effectivement qui est à l'étude, conformément aux engagements qu'on a pris sur notre livre des projets. Je regarde vos interpellations. La laverie, ça fait 5 mois qu'on attend. Alors, si la laverie dont il est question, c'est le projet qui est en haut de l'avenue des Provinces, il y a effectivement un pressing à cet endroit-là qui avait le souhait d'ouvrir une laverie. Je crois que c'est toujours d'actualité. Il y a eu beaucoup de difficultés qui ne sont pas liées à la mairie, mais qui sont liées au règlement d'ouverture d'un équipement comme celui-là. Je ne vous fais pas un dessin, mais une laverie, c'est beaucoup d'eau et puis c'est aussi beaucoup d'électricité. Il y a eu aussi des discussions importantes entre les associés qui portent ce projet. À ma connaissance, c'est toujours d'actualité, c'est toujours dans les tuyaux, si je peux me permettre cette expression. Mais en l'occurrence, là, c'est vraiment un portage par des investisseurs privés. La ville accompagne sur la mise en œuvre de la réglementation, mais on ne peut pas faire au-delà, bien sûr, de ce qui est réglementaire. Et je pense et j'espère qu'on va finir par y arriver, parce que moi, je serais ravi aussi, bien sûr, que cette case qui est vide actuellement juste à côté du pressing puisse accueillir, en effet, et par exemple, cette laverie. Voilà. Il y a un message qui dit « Attention, les dodanes, c'est dangereux ». Bah oui, c'est toute la difficulté. Quand on essaye de faire des aménagements pour la sécurité, on crée aussi, en effet, parfois des difficultés. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Et la réglementation elle-même ne permet pas de faire tous les aménagements à tous les endroits. Donc on regarde ça en fonction aussi des enjeux réglementaires. Des caméras au sein des résidences seraient peut-être judicieux. Alors, il faut savoir que ça existe déjà, puisque Quevilly Habitat a déployé un certain nombre de caméras à la fois dans les parkings souterrains et dans les halls des immeubles dont il est propriétaire. Et ce plan va continuer. Ça fait partie des investissements du bailleur sur ces immeubles. Et la nouveauté sur laquelle on est en train de travailler, c'est de faire en sorte que ces caméras puissent être utilisées en direct, pas simplement pour enregistrer les images, mais qu'elles puissent être utilisées en direct dans le moment où il se passe quelque chose. C'est-à-dire que nos caméras, à nous, dans la ville, elles sont suivies en direct par le centre de surveillance. Si une personne rentre dans l'immeuble, il faut qu'on puisse continuer à suivre les images. Et ça, c'est l'objet d'une convention qui est en cours de préparation entre le bailleur social, la police municipale et la police nationale. Ça défile très vite évidemment. Pourquoi ne pas faire votre live dehors ? Oui, pourquoi pas, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a choisi l'espace jeunesse parce que ça symbolise cette période de vacances qui arrive. En l'occurrence, l'espace jeunesse, il est aussi régulièrement dehors à la rencontre des jeunes dans les parcs ou dans les quartiers et il les emmène vivre des expériences à l'extérieur. Mais voilà, on a aussi ici un équipement qui permet de bien communiquer avec vous. Est-ce qu'on peut parler des places pour personnes handicapées devant les immeubles ? Il n'y a qu'une seule place et nous sommes plusieurs. Alors oui, on peut parler et on doit parler bien sûr des places pour personnes handicapées en soulignant que ce n'est pas une place nominative et il n'y a pas autant de places qu'il y a de personnes à mobilité réduite. Les places, elles sont faites pour faciliter à un moment donné, par exemple, la descente des courses ou d'autres enjeux ponctuels. Normalement, une place, elle ne doit pas être appropriée par une personne. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des endroits où peut-être il faudrait mettre plus de place qu'il y en a aujourd'hui. On le fait régulièrement. Il y a beaucoup de personnes ici qui pourraient témoigner du fait que, encore dans les dernières semaines, on a installé de nouvelles places pour les personnes à mobilité réduite. Il faut signaler les endroits précis où vous identifiez le sujet. Et puis, on regarde avec la métropole
pour essayer, parce que de façon générale, il faut s'adapter à ce vieillissement de la population qui se traduit souvent par une mobilité réduite, et il faut aussi pratiquer l'inclusion sur laquelle on est très engagé avec la ville et le CCAS de Grand-Quevilly. La métropole elle-même, par ses aménagements, peut y contribuer. Alors, j'essaye de voir d'autres questions, mais ça défile très vite. Le quartier des Prévoyants devient un squat le soir, notamment de France Travail. Alors, c'est bien de le signaler ici. Il ne faut pas hésiter à appeler, évidemment, en temps réel quand ça se présente, parce que la police passe un peu partout régulièrement, mais elle n'est pas toujours à l'endroit où ça se passe. Et il faut signaler ça à la municipale, 06 89 81 80 68. Il faut le signaler aussi à la police nationale, si besoin, le 17. Ils ne peuvent pas toujours intervenir, chacun le sait, mais quand vous appelez le 17, l'appel est enregistré, ça laisse une trace. Et je vous prie de croire que s'il y a plusieurs personnes qui appellent, ça facilite le déplacement. Et puis dans tous les cas, ça laisse une trace. Et nous, on peut aussi en rediscuter ensuite avec eh bien, la police nationale, par exemple, pour organiser des tournées de surveillance. Alors, il y a un nid de frelons en haut d'un arbre à côté du bâtiment, nous l'avons signalé, mais d'après la mairie, il n'y a rien. Alors, le truc, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a des saisons pour les nids de frelons, et quand un nid a été repéré, il vit sa saison. Ensuite, les frelons vont aller effectivement implanter après l'hiver un autre nid, et celui qui reste de la saison précédente, il est vide, il est inactif, et on ne peut pas toujours aller détruire un nid qui est très haut, qui est compliqué à approcher, et surtout qui est vide. Il vaut mieux s'attaquer en effet aux nids qui sont actifs. Là, si le nid que vous signalez, et on a bien noté à quel endroit il se trouve, est actif, on essaiera effectivement de faire intervenir dès lors qu'il est sur l'espace public. Dans un jardin privé, c'est au propriétaire du jardin, en tout cas à l'occupant, d'organiser l'élimination du nid de frelons. Il y a des aides financières, hein, je le dis, auprès de la mairie, auprès de la métropole, pour éliminer les nids de frelons. Parallèlement, vous l'avez vu peut-être, on a eu le problème aussi des chenilles processionnaires. Et je crois qu'il y a une interruption du live. Merci d'être resté connecté. Une question a été posée à nouveau sur l'ancienne épicerie dans le bourg. Je renvoie à la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Pareil pour les coins d'eau mis à la disposition des enfants. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Les caméras rue Joseph de Lalande. Alors, on ne peut pas mettre des caméras partout. Ceci étant, il y en a une déjà sur la rue de Lalande, juste au-dessus de la place et des commerces. Et puis, il y a une autre caméra qui est en train d'arriver de l'autre côté avec la rue du Docteur Laennec et qui va pouvoir permettre aussi de filmer le carrefour avec la rue Pierre-Lefrançois. La police municipale dans les locaux de Quevilly Habitat, si j'ai bien compris, c'est le sujet aujourd'hui d'une réflexion que nous avons lancée, puisque Quevilly Habitat doit déménager son siège social dans l'année qui vient. Et donc, nous, on a le souhait, pourquoi pas, en effet, d'utiliser tout ou partie de l'espace qui sera libéré. Un projet pour remplacer le photographe Place de la Croix. Là aussi, c'est le travail du bailleur, puisque c'est Quevilly Habitat qui est propriétaire de cette case commerciale. Et il y a effectivement des discussions qui sont engagées, mais je ne peux pas préempter le résultat de ces discussions. Elles n'ont pas encore abouti. Et il y a plusieurs hypothèses, mais toujours quelque chose qui vienne compléter l'offre commerciale et qui vienne, bien sûr, de façon compatible avec le voisinage. Les réhabilitations des immeubles du village scolaire, j'en ai parlé. On nous avait dit 2025, mais en fait, la difficulté, c'est que ces rénovations ne peuvent pas se faire sans modifier les espaces verts, les circulations, les stationnements. Et donc, il y a un gros travail beaucoup plus compliqué à mettre en place. Je renvoie au début de notre discussion. Est-ce que vous allez augmenter les effectifs de la police municipale? Là encore, je l'ai indiqué et ça figure dans nos engagements pour ce mandat. Mon objectif, c'est d'avoir une équipe supplémentaire, donc 4 policiers municipaux qui porteraient le total à 18 pour pouvoir amplifier les horaires et les jours de présence. Allez-vous augmenter les effectifs de la police municipale? Je viens d'y répondre. Comment gérez-vous les gitans qui sont installés rue de la Mare? Alors, on ne gère pas les gitans dans la mesure où ils sont installés là de façon illégale. Simplement, on connaît évidemment la procédure et eux aussi. Ils n'étaient pas invités à s'installer là et ils l'ont fait comme toujours dans un rapport de force qui fait qu'une fois installés, on ne peut pas les dégager physiquement. En revanche, juridiquement, la préfecture est saisie, la procédure est en place
et il y aura des arrêtés qui permettront en effet de les faire partir dans le délai qui est le délai habituel de l'ordre de 15 jours à 3 semaines. Et malheureusement, ils connaissent ça parfaitement, ils jouent avec la réglementation, mais nous, on ne peut pas aller plus vite et plus loin que la réglementation et que la préfecture qui a la compétence dans ce domaine. Un miroir à la sortie du parking de l'avenue Aristide Briand. Alors, pas de miroir parce que la réglementation, pour le coup, les interdit. En revanche, le sujet que vous signalez là, on le note, on va le regarder. Vous savez que l'avenue Aristide Briand a été rénovée récemment et ça crée des opportunités intéressantes pour le partage de l'espace entre les voitures, les bus, les piétons, les vélos, les personnes à mobilité réduite. Mais voilà, c'est une nouveauté, donc il y a peut-être aussi des points précis comme celui-là à observer et un travail à reprendre avec la métropole. Pourquoi ne plus prendre de stars pour les bacayades? Alors là, les choses sont très claires en effet. On a connu un point d'orgue en 2019 avec Jennifer. Il y avait 10 000 personnes dans le Parc des Provinces et c'était fabuleux. Et j'étais moi-même l'adjoint à la culture qui avait supervisé cet événement. Simplement, 2020 est arrivé, la crise sanitaire, puis le renforcement de tous les dispositifs Vigipirate et compagnie. Et parallèlement à ça, la crise énergétique, la crise de l'inflation, on s'est retrouvé dans une situation où, d'une part, ça nous paraissait infiniment trop cher de dépenser pour une seule soirée plus de 200 000 euros qui ne pouvaient pas être utilisés à autre chose, avec le risque, en cas de pluie ou d'un artiste qui ne plaît pas, ou que sais-je encore, la soirée tombe à l'eau. On avait aussi la difficulté que justement les artistes qui rassemblent comme Jennifer sont de plus en plus difficiles à obtenir en plein air et en concert gratuit parce que certes ils sont payés mais les producteurs n'apprécient pas que le public s'habitue à voir les artistes sans payer la place de concert et donc on était dans une économie de la musique aussi qui rendait compliqué cet exercice et donc entre la crise sanitaire, entre la crise budgétaire et je dirais cette évolution de la musique, eh bien on s'est dit non, il faut trouver un autre système qui nous garantissent qu'il se passe quelque chose et qui rassemble les quevillers. Et les bacayades ont pris une nouvelle tournure. Ça dure sur 3 jours et pas une seule soirée. Ça permet qu'en cas d'émeute, comme on a eu en 2023, ou en cas de pluie, de mauvais temps, ou en cas de canicule d'ailleurs, on puisse essayer d'échelonner le plaisir du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Ça permet de rassembler les familles, tous les âges aussi. On a des activités dédiées aux tout petits enfants. Et puis ça peut aller bien sûr jusqu'à aucune limite d'âge. Et ça permet aussi d'avoir un budget équilibré qu'on redéploie, vous le savez, sur la gestion de l'été quevillé. L'été quevillé, eh bien, c'est en quelque sorte la continuité des bacayades tout au long de l'été, avec des activités portées par les associations, avec des activités portées et financées par la ville. On a le cinéma de plein air à la fin de l'été, on a la course des couleurs avec le conseil des ados citoyens, on a un certain nombre d'événements, guinguettes notamment, qui vont se dérouler. Et vous voyez, en fait, prendre une star, d'abord, on n'est pas sûr de la trouver par les temps qui courent. Ensuite, on est sûr que ça nous coûtera une fortune et qu'on ne pourra pas financer toutes les autres activités de l'été. Et pour finir, si c'est une seule soirée qui finalement ne peut pas se tenir, alors on aura gâché le week-end de fête et on préfère nous échelonner. Je vous donne rendez-vous dès vendredi soir à partir de 18h, 18h30 sur le parc Albert Camus. Et vraiment, il y a moyen de profiter effectivement de toutes ces festivités avec toutes les générations. Alors, je continue vos questions. Est-ce qu'il y a des projets de mise en place de bornes de recharge de véhicules électriques? Alors, il y a déjà des bornes de recharge de véhicules électriques dans l'espace public. C'est porté par la métropole. Il est prévu d'en installer d'autres, mais là encore, on n'installera pas une borne par véhicule électrique. Et donc, c'est toute une organisation. J'attire votre attention sur les bornes de recharge qui existent aussi du côté d'Hyper-U et plus largement de l'avenue Bois-Cany, parce que progressivement, c'est aussi l'offre privée qui se développe et qui permet très rapidement maintenant de recharger son véhicule, par exemple quand on fait les courses, si l'on est concerné. Parallèlement, le bailleur aussi commence à développer cette possibilité, notamment dans les parkings souterrains. Et puis en vérité, même dans les parkings privés, je pense aux copropriétés par exemple, il y a des possibilités d'aménagement. Bonjour Monsieur le maire, pensez-vous refaire la rue du 11 novembre? Alors la rue du 11 novembre, elle fait partie de celles qu'on a identifiées. Effectivement, il y a un travail à mener, là encore avec la métropole, puisque c'est elle qui porte les investissements quand on refait la chaussée, quand on refait les trottoirs. C'est une rue assez importante, parce qu'en fait, elle se prolonge derrière vers la rue Pierre-Corneille. Mais voilà, nous allons essayer de l'inscrire dans ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle des investissements. Le mandat, il dure 6 ans, on ne peut pas tout faire la première année, et on a bientôt un rendez-vous avec la métropole dans lequel on va poser la question effectivement de la rue du 11 novembre pour savoir à quel moment et de quelle façon elle pourra être retravaillée.
Alors, que fait-on des voisins qui ont eu plusieurs plaintes, qui ont beau être avertis mais recommencent, on doit les subir et la police vient 3 heures après, la médiation ne répond pas. Alors, pour le coup, vous avez effectivement 3 équipes que vous pouvez appeler. Il y a le service de tranquillité de Quevilly Habitat qui travaille de 14 heures jusqu'à 4 heures du matin. Et donc là, il ne faut pas hésiter à les solliciter en journée comme la nuit. Vous avez la police municipale, je redonne le portable, 06 89 81 80 68. Elle n'est pas toujours disponible au moment où vous l'appelez, mais n'hésitez pas à laisser un message le cas échéant. Et puis, vous avez la nationale, j'insiste vraiment sur le 17. Il faut toujours appeler le 17 quand on est dans un registre, par exemple, de tapage nocturne. Ils ne se déplacent pas toujours en fonction de leurs effectifs et de leurs urgences, mais ça laisse une trace et, en l'occurrence, le plus souvent, ils se déplacent. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Alors, les herbes non tondues, c'est n'importe quoi. La mairie m'avait dit c'est pour les papillons. Je répète concrètement, le fait de laisser pousser l'herbe à certains endroits, ça fait partie d'abord d'une gestion du travail de nos équipes et de nos budgets, mais ça fait partie surtout d'une gestion de la nature en ville. On a besoin de ces espaces de rafraîchissement qui, globalement, font que le climat dans Grand Quevilly est meilleur que s'il n'y avait pas ces espaces où l'herbe pousse davantage ou s'il n'y avait pas les arbres que nous avons partout dans la ville. Et donc il faut travailler bien sûr la tonte pour qu'elle puisse se faire à certains endroits et pas à d'autres endroits, mais effectivement on a besoin de ça. Par les temps qui courent, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Est-ce que les travaux rue de l'Église vont se poursuivre? Oui, c'est prévu là aussi, c'est-à-dire qu'on a fait une première partie sur la rue de l'Église et déjà on continue d'accompagner ce premier aménagement parce que les pratiques sont parfois problématiques, notamment sur le stationnement, mais derrière il y a un prolongement de la rue de l'Église. Là, il est prévu que la métropole en fait refasse le système d'assainissement, donc il va falloir réouvrir les chaussées qui sont anciennes de ce côté-là, et c'est après, bien évidemment, ce travail que la nouvelle chaussée sera reconfigurée, là aussi, par la métropole. Au niveau des loyers, charges remboursées cette année, alors là, il faut voir évidemment avec le bailleur au cas par cas, parce que de façon générale, il y a des appels de charges qui sont faits en début d'année. Parfois, ils sont suffisants, et voire même plus importants que la réalité du besoin, et donc ça donne lieu à une restitution en général au début de la période estivale. Et puis parfois c'est plus compliqué, ça dépend aussi de chaque immeuble, s'il y a des compteurs individuels ou si c'est du chauffage collectif. Bref, je vous renvoie vraiment pour chaque situation au dialogue que vous pouvez avoir avec le bailleur social. Alors, beaucoup de frelons ces derniers temps, j'en ai parlé tout à l'heure, donc on vérifiera le point qui a été signalé. Sécuriser le quartier Georges Braque. Alors, oui, là encore, il y a des caméras qui sont installées, il y a des rondes qui sont menées en permanence. On a mené l'autre jour aussi une opération qu'on appelle grand nettoyage. Ce sont des opérations massives où on déploie le même jour la police municipale, la police nationale, les espaces verts, le service propreté, les équipes du bailleur social, et on vient faire en fait un grand coup de propre dans l'espace public, dans les cages des immeubles, les cages d'escalier, pardon, les caves, etc. Bon, l'idée c'est qu'après c'est un travail quotidien, effectivement, comme je disais tout à l'heure, ne pas hésiter à solliciter si vous voyez se produire tel ou tel événement. Vous prenez trop de temps à discuter sur des choses inutiles pour fuir certaines questions. Alors, je ne fuis aucune question, je les prends toutes les unes après les autres. Donc, plutôt que d'écrire ça, je vous suggère de poser votre question. Ça fait maintenant 4 ans que j'attends une mutation de logement sans aucune proposition. Alors, n'hésitez pas à solliciter plus précisément, parce que là, je n'ai pas l'identité de la personne qui s'exprime, mais c'est une question individuelle qui sera traitée, bien sûr, ailleurs que sur cet écran. Est-ce que ça va être à la place de... Qu'est-ce que ça va être à la place de l'ancienne boucherie halal dans le bourg? J'ai répondu tout à l'heure, donc je vous renvoie au début. On est en train de chercher et on demandera aux habitants aussi de participer à travers une étude des attentes sur le terrain. Alors, le problème vidéo, oui, ça a bugué tout à l'heure. J'ai une question, comment ça se fait que Quevilly Habitat n'a pas terminé la rénovation sur certains immeubles? Bon, ça fait partie des sujets qu'on verra avec le bailleur, parce que la question de la rénovation thermique, climatique, elle est posée évidemment aussi aux bailleurs sociaux, à tous les bailleurs sociaux, et en l'occurrence ici, c'est essentiellement Quevilly Habitat. Moi, j'ai pas d'autres questions qui défilent. Je ne sais pas si on a encore un problème avec la connexion. Pardonnez-nous pour ces difficultés techniques. Il nous reste encore à peu près un quart d'heure ensemble. On va essayer de rattraper vos interpellations. C'est peut-être ça aussi qui crée une impression bizarre à quelqu'un qui croyait que j'évitais les questions. Mais non, en fait, je les prends comme elles apparaissent et j'espère qu'elles vont
effectivement réapparaître. Voilà, ne quittez pas. Merci beaucoup. Alors, voilà. Problème de connexion, on l'a dit. Voilà. Pourquoi reboucher les trous des routes que vous-même vous sauvez que ça va se réformer? On n'irait pas plus de refaire la route? Ah oui, alors ça dépend évidemment des situations. Refaire une route, c'est en réalité très long, très compliqué. Les habitants de l'avenue Aristide Briand peuvent en témoigner. Ça a pris des mois et des mois. Et donc parfois, il vaut mieux effectivement reboucher les nids de poules et puis plus tard s'attaquer à la rénovation complète de la route. Qui est responsable des arbres rue Alfred de Musset derrière le centre de la Lande? Ils n'ont pas été entretenus, la route est très sale. Alors tout ça, encore on l'identifie, on le note et on y travaillera avec les services de la ville, avec éventuellement aussi Quevilly Habitat, qui est propriétaire en effet d'un certain nombre d'arbres dans la ville. Une question sur la création du Conseil des Anciens. Alors concrètement, le Conseil des Anciens, c'est une proposition qu'on a fait pendant les élections. C'est pas un conseil où on aurait une quarantaine d'anciens comme on a par exemple avec le Conseil des Jeunes, parce que la différence c'est que les anciens sont pleinement citoyens avec un droit de vote et ils sont représentés aussi au conseil municipal. Je rappelle que nous avons un conseil municipal qui va de 18 à 71 ans. En revanche, le conseil des anciens, qui intégrera un certain nombre en effet de représentants de nos seniors quevillers, va aussi intégrer des professionnels de la ville, du corps médical, des professionnels voilà, du vieillissement et de l'adaptation au vieillissement pour réfléchir justement là aussi à la façon dont on améliore l'accompagnement de nos seniors. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites à Grand-Quevilly, mais on a près d'un tiers de la population qui est retraitée et on sait que l'évolution va aller dans ce sens. Donc la création du Conseil des Anciens, elle n'est pas datée pour le moment, mais c'est une perspective assez proche dans la mesure où ça nous permettra derrière d'agir concrètement sur les sujets qu'on partagera dans ce cadre-là. Un risque d'affaissement de terrain sur le parking Aldrin, je l'ai signalé à la métropole. Alors on va regarder ça précisément parce que vous avez identifié ici le lieu et il faudra qu'on aille vérifier avec nos équipes. Difficile de se garer car beaucoup de voitures pour le nombre de places. En fait la difficulté c'est que d'abord comme vous l'écrivez il y a des gens qui prennent 2 places pour se garer donc forcément c'est problématique. Ensuite il y a toujours la difficulté de se dire voilà si on regarde à l'échelle de Grand-Quevilly et quartier par quartier il y a toujours plein de places de stationnement. Simplement elles ne sont pas toutes au pied de l'immeuble, elles ne sont pas toutes au pied du domicile. Et donc, il faut accepter aussi que, comme il y a par ailleurs de plus en plus de voitures dans chaque famille, eh bien, on aille les garer parfois un peu plus loin et faire en sorte effectivement que la ville ne soit pas un grand parking à ciel ouvert. On ne va pas rajouter des grands parkings à ciel ouvert. Par contre, ce qu'il faut, c'est à la fois communiquer, comme on le dit là, sur les pratiques, sécuriser aussi les parkings. On a prévu de développer davantage de caméras sur les parkings parce qu'on sait qu'il y a un sujet, bien sûr, de ce point de vue-là. Et puis, faire en sorte, à partir de là, que les usages s'améliorent. Que va devenir le restaurant Chantegrill, avenue des Canadiens? Alors, il y a des discussions actuellement, à ma connaissance, puisque c'est une propriété privée, hein, donc le propriétaire est en discussion avec un promoteur qui voudrait le racheter pour aménager peut-être ici des logements étudiants. Vous savez qu'on est juste en face du secteur universitaire du Madrier voilà, on verra en fonction du projet qui nous sera présenté si ce projet peut aboutir dans le cadre réglementaire de l'urbanisme actuel et en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est la seule discussion à ma connaissance aujourd'hui. Il n'y a pas de projet de reprise de restaurant. En revanche, il y a l'ancien Courtepaille aussi qui n'est pas très loin et qui lui semble en discussion pour redevenir un restaurant. Et là aussi, on laisse les opérateurs privés mener leurs discussions parce que tout simplement, c'est ce que prévoit la loi s'agissant d'une propriété privée. Et le moment venu, on aura à regarder avec eux la nature exacte du projet, la conformité à la réglementation. Mais si ça peut créer une activité à proximité comme ça du Zénith, comme c'était le Courtepaille, je pense que ce sera effectivement une bonne perspective. Alors, les cyanobactéries ont-elles disparu de l'eau de la roseraie? Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, vous le savez, on a eu un souci l'été dernier et on a traité ce souci dès qu'il a été constaté. Maintenant, on est dans une démarche en effet préventive et on veille à ce que la difficulté ne se représente pas. Simplement, j'attire l'attention sur le fait que les cyanobactéries dans l'eau, c'est une réalité qui n'est pas propre à Grand-Quevilly, c'est aussi un danger lié par exemple à la période estivale et c'est la raison
raison pour laquelle l'eau de la roseraie est interdite aussi bien aux humains qu'aux animaux. Et il ne faut pas laisser en effet les chiens boire ou se baigner dans l'eau de la roseraie. Le rappel est fait systématiquement. L'exercice n'est pas simple, j'en conviens, mais c'est tout l'intérêt, tout l'enjeu aussi d'avoir à la fois la possibilité de promener son chien dans la roseraie, mais de le faire laisse courte en quelque sorte quand on approche de cette eau qui est traitée, mais qui reste une eau non potable. Alors, vous voulez de la nature, on ne va plus ramasser les crottes de nos chiens, c'est la nature, ça partira. Écoutez, je ne veux pas polémiquer encore sur le sujet, mais je crois qu'après ce qu'on a vécu, on ne peut pas dire que la nature doit disparaître de la ville. Au contraire, il faut qu'on ait la possibilité de végétaliser, de rafraîchir de façon la plus naturelle possible pour ne pas ajouter non plus à la complication. Alors, vous avez parlé de l'ancienne boucherie du bourg. Oui, on en a parlé et le travail se poursuit. Alors, avenue Aristide Briand, angle rue Édouard Herriot, des panneaux pour indiquer que c'est une priorité à droite. Oui, pourquoi pas. Donc ça, ce sont des suggestions que l'on note au passage. On regardera avec la métropole. On fera justice soi-même, c'est malheureux, mais alors non, en fait, la loi ne dit pas qu'on doit faire justice soi-même, donc je suggère évidemment de ne pas tomber dans ce travers. Par contre, j'insiste sur le fait que nous, on met le paquet, et d'un autre côté, on veut que l'État aussi mette le paquet. Je ne vais pas revenir sur les polémiques récentes concernant les moyens de la police, de la justice, mais la vérité, c'est quand même ça aussi, c'est que nous, on fait ce qu'on peut à notre niveau local avec un ensemble de réglementations qui limitent aussi les possibilités d'action d'un maire et d'une police municipale. Derrière, on a besoin de la nationale, on a besoin de la justice, et pour ça, on a besoin des services publics qui devraient avoir aussi des moyens plus importants. Et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi à propos de la canicule qu'on a vécue. Ça nous pose aussi la question à nous, voilà, de certains discours qu'on entend parfois sur les fonctionnaires ceci, cela, les impôts ceci, cela, la solidarité ceci, cela. La vérité, c'est qu'on a besoin de fonctionnaires, on a besoin de solidarité, on a besoin d'impôts qui soient des impôts justes, évidemment, et qui soient payés par les plus riches de préférence. Mais enfin, on a besoin, tous ensemble, de trouver le moyen, effectivement, d'améliorer la sécurité, l'éducation, la justice, la santé. Et tout ça, c'est un sujet qui dépasse largement l'action municipale, même si nous, on prend notre place dans cette action. J'ai besoin d'une mutation d'école pour ma fille. Alors attention, les mutations d'école, c'est pas à la demande. Le principe, c'est que vous devez scolariser votre enfant dans le secteur où vous habitez et en fonction de cette réglementation, là aussi, il peut y avoir des systèmes de dérogation. Donc tout cela sera regardé effectivement avec l'éducation nationale également. Pourquoi c'est difficile d'être en relation avec le service urbanisme? Alors je ne sais pas exactement le sens de la question. Si la question c'est difficile à joindre, je ne crois pas, et en tout cas il ne faut pas hésiter à envoyer par exemple un mail ou éventuellement faire le déplacement pour solliciter un rendez-vous. On essaie de faire en sorte que le service urbanisme soit de plus en plus dans l'accompagnement, le conseil. Si la question de la difficulté de relation, elle porte sur, entre guillemets, le relationnel, le climat des discussions qui peuvent exister, parfois ces discussions sont compliquées parce que c'est vrai que le service urbanisme, il a aussi le rôle de rappeler la réglementation, de rappeler son devoir de contrôle et ça peut être désagréable quand on est, par exemple, propriétaire, de constater qu'on ne peut pas faire exactement tout ce qu'on voudrait. Ce n'est pas la faute du service urbanisme, encore une fois, c'est le cadre, c'est la loi, mais ça peut créer une forme de tension aussi parfois dans les discussions. Alors, je regarde un petit peu les questions, il y en a beaucoup qui reviennent sur les mêmes sujets, donc c'est aussi la raison pour laquelle j'y reviens pas. Faire des abris sur les jeux des petits étant en plein soleil, alors ça fait partie des questions d'adaptation en effet au réchauffement climatique. Il existe des systèmes, par exemple de toiles que l'on pose au-dessus des jeux. Il faudra qu'on regarde ça. Le vrai sujet, j'insiste là-dessus, c'est qu'on ne peut pas tout faire partout en même temps. On a plus d'une cinquantaine de bâtiments municipaux sur Grand-Quevilly. On a beaucoup d'aires de jeu et vous savez qu'on en a récemment créé encore de nouvelles du côté du Père Jules, du côté de la place Maryse-Bastier par exemple. Là, il y a des arbres et c'est peut-être un peu plus facile. On a bien sûr un sujet qui n'a pas encore été abordé, qui est celui de la piscine. Vous avez vu qu'à cause du réchauffement climatique, il y a eu encore une fermeture de la piscine parce qu'elle a 50 ans et qu'un revêtement est tombé dans le filet de protection. C'est précisément la raison pour laquelle il y avait un filet de protection. Il a joué son rôle. Il faut maintenant le remplacer. C'est, je dirais, la première fois depuis 3 ans, mais quand même, c'est déjà la deuxième fois en 3 ans. Et il est en train d'être remplacé. On espère que la piscine pourra rouvrir dans la première quinzaine du mois d'août. Mais ce qui est vrai, c'est que derrière, on aura un gros travail de rénovation
total de cette piscine. Et ça, je vous prie de croire que ça représente des millions d'euros. Et donc, quand vous faites le calcul des projets que nous avons sur la rénovation des centres de loisirs, parce qu'il y a besoin aussi pour les enfants de rénover le centre de loisirs, de rénovation de la piscine, de rénovation des écoles, et en particulier l'élémentaire Le Vilain, qui a besoin aussi, sur le plan climatique, de rénovation, en effet, de nos aires de jeu, si possible, pour gérer cette question du soleil. Bref, il y a des besoins énormes. Nous, on a une ville qui est bien gérée, donc on a encore une capacité à aller emprunter, mais il faut aussi qu'on accepte d'emprunter de l'argent, là où jusqu'à présent, la ville n'empruntait quasiment rien pour ses investissements. Ça peut poser la question des impôts aussi. Moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais franchement, quand l'État nous demande de faire tout ça et que d'un autre côté, il nous supprime plus de 600 000 euros rien que pour l'année 2026, et ce sera presque 1 million d'euros encore sur l'année 2027, il y a un moment donné où il faut se poser la question de comment on finance toutes ces priorités. Et moi, je crois qu'en effet, il est important de garder les moyens d'agir et d'agir concrètement, comme je l'ai fait pendant 6 ans sur mon premier mandat de maire, et comme je vais le faire avec toute l'équipe municipale dans les 6 ans qui viennent. Je veux au passage aussi saluer et remercier tous mes collègues élus parce qu'ils ne comptent pas leurs heures et ils sont investis. Il y en a beaucoup qui étaient déjà là dans les 6 dernières années, il y en a d'autres qui sont nouveaux, notamment de plus jeunes, et il faut vraiment vous dire qu'on a à cœur cette ville de Grand-Quevilly. Notre slogan, c'était Grand-Quevilly, j'y tiens. On tient effectivement à faire le meilleur et le mieux possible, mais on tient aussi à garder, bien sûr, une gestion de la ville qui soit une gestion sérieuse. On ne peut pas couler la boutique en 3 ans. Il faut faire en sorte que ça tienne dans la durée. La question des bus est une question importante puisqu'on a la chance d'avoir une ville qui est bien desservie par le métro, par les bus, mais c'est vrai qu'il y a en ce moment une difficulté avec les équipements, les bus en question. Il y a des commandes qui sont passées par la métropole et qui tardent à arriver, donc les choses vont s'améliorer progressivement avec l'arrivée effectivement de nouveaux véhicules. Je rappelle encore une fois la chance que nous avons de cette desserte de notre territoire, mais aussi de la gratuité désormais pour les moins de 18 ans. On veut aller plus loin là aussi avec la métropole sur la gratuité des transports, mais si vous voulez, moi je vous disais, la ville, elle perd 600 000 euros sur 2026. La métropole, elle perd plus de 3 millions d'euros qui s'ajoutent à d'autres millions d'euros que l'État lui a supprimés ces dernières années. Il faut absolument qu'on arrive à clarifier tout ça pour savoir justement ce qu'on peut encore investir et comment on peut améliorer sans cesse les services à la population. La dératisation est un sujet qui est partagé entre tous les acteurs, le bailleur social évidemment, la ville elle-même pour ses équipements et la métropole pour l'espace public. Donc là aussi, on identifie régulièrement des endroits où il faut le faire et on essaye effectivement de se mobiliser ensemble. Le parking de la résidence Le Prêtre, donc c'est un point précis qui est noté que nous allons partager. La question des vélos électriques est une question en effet parce qu'ils subissent parfois des dégradations et la métropole a identifié ce sujet. On en a parlé pas plus tard que lundi soir au conseil métropolitain et donc on va avec la métropole essayer en effet d'améliorer la sécurisation de ces équipements. Ensuite, vous avez beaucoup de questions sur les arbres, les trottoirs et beaucoup de sujets particuliers sur tel ou tel quartier. Je veux vous remercier de tout cela, mais on ne pourra pas les traiter ici parce que ce sont des points individuels, donc on les traitera par ailleurs directement avec vous et parce que le temps a passé et il est maintenant effectivement plus de 20 heures. J'insiste sur le fait qu'on a d'autres occasions de se voir, d'échanger. Ces réunions en Facebook Live, on les mènera régulièrement, tous les 3-4 mois à peu près, mais vraiment, ce n'est pas le résumé. Nous avons par exemple ce week-end sur les Bacayades, dès vendredi soir, la possibilité de nous voir. Voilà, la ville elle est vivante, elle est épanouissante et je vous souhaite vraiment d'en profiter pleinement. Il y a plein d'occasions qui sont aussi des occasions de se voir et d'échanger sur telle ou telle difficulté. Merci à vous et bonne soirée, à très bientôt, au revoir.